L'alcool fait partie de notre quotidien. Pourquoi cette substance nous fait-elle tourner la tête? Pourquoi modifie-t-elle notre comportement? Selon vous, la femme et l'homme ont-ils la même sensibilité à l'alcool? Pour le savoir, Mac Lesguy et son équipe ont enquêté et surtout, ils ont bu pour la science. Que contiennent les boissons énergisantes? Comment agissent-elles dans notre organisme? Et boostent-elles vraiment nos performances physiques et intellectuelles? Réponse dans ce reportage. La France compte plus de 14 millions de fumeurs de tabac. Mais savez-vous que la plupart des substances toxiques qui composent nos cigarettes ne créent pas la dépendance? Alors, comment en devient-on accro? 33% des Français déclarent avoir déjà consommé du cannabis. Mais connaissez-vous ses effets sur notre cerveau? Découvertes et révélations étonnantes. Bonsoir. Légaux comme le tabac ou l'alcool et les boissons énergisantes, illégaux et interdits comme le cannabis, beaucoup de Français consomment des produits qui modifient leur psychisme. Quels sont leurs effets sur le cerveau? Pourquoi bien souvent ne peut-on plus s'en passer et en devient-on dépendant? Toutes les réponses ce soir dans E = M6 avec des scientifiques. Dans 2 semaines commencent les fêtes. Plus que jamais, une période durant laquelle nous avons presque tous tendance à boire de l'alcool. Mais pourquoi celui-ci a-t-il sur le cerveau et le corps une action aussi rapide et spectaculaire? Pourquoi rend-il tour à tour gai ou triste? A-t-il un effet excitant puis dépresseur? Et est-il vrai que les femmes supportent moins l'alcool que les hommes? Plus que jamais, vous allez comprendre pourquoi il faut boire celui-ci avec modération. Reportage de Mathieu Saintenac. Une coupe de champagne pour célébrer un événement? Quelques verres pour s'amuser entre amis, l'alcool fait partie de notre quotidien. Mais pourquoi cette substance nous fait-elle tourner la tête? Et pourquoi consommer à l'excès devient-elle dangereuse? Pour le savoir, Mac Lesguy et son équipe ont enquêté et surtout, ils ont bu pour la science. 79% des jeunes de 12 à 19 ans déclarent boire de l'alcool. Juliette et Colline en font partie. Il faut dire que lorsqu'on est ado, c'est la grande découverte. Aujourd'hui, dans leur lycée, une association de prévention vient répondre à toutes leurs questions sur le sujet. Déjà, est-ce que vous savez s'il y a une différence entre hommes et femmes sur le taux d'alcoolémie? Ouais, non. Un homme, il est plus fort. Première interrogation, les hommes et les femmes sont-ils égaux face à l'alcool? Pour y répondre, Mac Lesguy et son équipe de journalistes ont tenté une expérience inédite sous le contrôle médical du docteur Marc Valeur, addictologue. Bonjour docteur. Nous sommes ici pour comprendre quels sont les effets de l'alcool sur le corps et voir si, d'une personne à l'autre, en fonction du poids et aussi en fonction du sexe, il y a des différences de réaction. Une manière de mettre en évidence les effets de l'alcool, c'est de mesurer son impact sur les réflexes et surtout sur l'équilibre. Notre équipe se compose de 2 femmes, Lisa et Isabelle, et 2 hommes, Mathieu et Mac. Après quelques tests de réflexes réalisés en pleine possession de leurs moyens, nos journalistes vont boire chacun 3 verres de 3 centilitres d'alcool à 40 degrés, soit 30 grammes d'alcool pur ou 3 doses standards servies dans un débit de boisson. C'est pour la science? C'est pour la science. Vous êtes prêts? Ils ont ingéré ces verres en moins d'1 minute. Tout va bien? Pour l'instant, ça va. Les effets de l'alcool sont immédiats, mais les sensations sont maximales environ 20 minutes après l'ingestion. Car la molécule d'alcool, ou éthanol, met environ une demi-heure pour arriver à l'intestin grêle et passer dans notre sang. La circulation sanguine le diffuse alors dans tout le corps et bien sûr dans notre cerveau. Le phénomène est donc ralenti si l'on mange juste avant. Je crois que c'est ça. Observons nos cobayes. Premier constat, leur humeur a changé. Leurs visages ont rougi et Lisa ressent même un coup de chaleur. Tous ces phénomènes sont dus au passage de l'alcool dans les artères. Dès le premier verre, l'alcool dilate les vaisseaux sanguins, ce qui accélère les pulsations cardiaques. Voyons maintenant si nos journalistes sont capables de reproduire les mouvements qu'ils faisaient avant d'avoir bu. Lisa doit marcher tout droit en suivant cette ligne imaginaire. Visiblement, ses capacités motrices sont amoindries. Alors, pourquoi titube-t-elle?
L'alcool s'est en fait propagé dans son cerveau et son oreille interne, sorte de gyroscope naturel, est complètement chamboulée. Cette oreille interne contient un gel qui sert à nous situer dans l'espace. Sous l'effet de l'alcool, il change de densité. Les signaux envoyés au cerveau sur notre position sont donc faussés et nos membres ne suivent plus. C'est pas super droit. Nos journalistes vont maintenant refaire l'exercice du lancer de balle. Rappelez-vous, une demi-heure avant d'avoir bu, tout se passait bien. Mais maintenant que l'alcool a fait son effet, les réflexes sont beaucoup plus lents. Et là encore, c'est Lisa qui a le plus de mal à suivre. Pourquoi ? Et pourquoi de nos 4 cobayes, Mac semble être celui sur lequel l'alcool a le moins d'effet ? La formule est mathématique. Elle dépend de la quantité d'alcool absorbée, du poids du buveur, mais aussi d'un facteur qui tient compte de la proportion d'eau dans le corps. Elle diffère chez l'homme et chez la femme. En effet, l'homme est composé de 68% d'eau, la femme, elle, de 55% seulement, ce qui change tout. L'alcool se dissout plus dans le corps de l'homme que dans le corps de la femme. Voilà, donc c'est pas sexiste, c'est une réalité physiologique. Résultat, la sensibilité à l'alcool dépend donc du poids, mais aussi du sexe. Démonstration. Avec la même quantité d'alcool absorbé et à poids égal, l'alcoolémie d'Isabelle monte à 0,85 g par litre de sang, tandis que celle de Mathieu est de 0,70 g. Plus visible encore, l'alcoolémie de Mac, un homme de 75 kg, est de 0,59 g par litre. À l'opposé, Lisa, une femme de 40 kg, monte-t-elle à 1,36 g. Avec la même quantité d'alcool ingéré, son alcoolémie est 2 fois supérieure à celle de Mac. En revanche, ce qui les réunit, c'est cette bonne humeur apparente. Et vous, l'alcool, ça vous fait quoi? Quand je bois avec mes amis, je trouve que je me rapproche plus facilement des gens. Je me sens un peu décomplexée de tout. Il peut y avoir un sentiment de fatigue ou aussi de déprime. C'est vrai que c'est peut-être plus facile en fait d'aller vers les filles, de draguer. Je me laisse emporter en disant des bêtises. L'alcool désinhibe et cet effet peut sembler positif. Pourtant, il est pervers, comme nous l'explique Amélie Nico, psychologue alcoologue. Généralement, quand on boit de l'alcool, on commence par être euphorique dans un premier temps. C'est-à-dire, tout ça, ça va se résumer par la désinhibition. Parce que l'alcool va agir dans une zone de mon cerveau qu'on appelle le circuit de la récompense. Et comme son nom l'indique, le circuit de la récompense va m'amener du plaisir, va m'amener dans un certain bien-être. Pourquoi ? Tout ça, c'est complètement chimique, c'est-à-dire que le cerveau va être stimulé de façon artificielle et il va libérer dans le circuit de récompense une petite molécule chimique, un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Cette libération de dopamine dérègle les mécanismes de régulation très complexes dans notre cerveau. Toutes les zones alcoolisées se libèrent et le système de régulation perd le contrôle. Fatigue, oubli de soi, libération de l'anxiété, chacun réagit différemment et c'est pourquoi on peut basculer dans la tristesse ou la déprime. Les sentiments exacerbés sous l'effet de l'alcool peuvent même être dangereux. Quelqu'un qui va avoir tendance à être un peu agressif en lui, sous effet d'alcool, il va être beaucoup plus facilement agressif, par exemple, ce qui va être beaucoup moins drôle. Autre effet méconnu de l'alcool, il est extrêmement calorique. Pourtant, contrairement aux idées reçues, il ne contient pas réellement de sucre. Explication de Katia Tardieu, diététicienne. Alors, attention, on a souvent tendance à dire que l'alcool, c'est du sucre. Alors, pas du tout, ce sont deux molécules qui sont complètement différentes. Dans les alcools que nous consommons, il y a surtout de l'éthanol. Et l'éthanol apporte des calories, comme le sucre, mais il en apporte davantage. Voici des doses d'alcool standard. Dans chacun de ces verres, il y a 10 grammes d'alcool, soit environ 70-80 calories. Cela correspond à 4 morceaux de sucre, soit 20 grammes de sucre pour chacun de ces verres. Incroyable, l'alcool est 2 fois plus calorique que le sucre. Une découverte plutôt étonnante. Dernière information, vous pensez sans doute qu'une bonne nuit de sommeil suffit à évacuer les effets de l'alcool. Eh bien, vous vous trompez. Le lendemain d'une soirée bien arrosée, on peut être encore sous l'emprise de l'alcool sans s'en rendre compte. Là encore, hommes et femmes ne sont pas égaux. 1 gramme d'alcool par litre de sang, soit par exemple 5 verres pour Mac et 2 pour Lisa, s'éliminera en 8 à 10 heures chez l'homme et souvent en plus de 12 heures chez la femme. Alors, à l'approche des fêtes, la prudence est de rigueur. Pensez à boire avec modération et à ne pas commettre d'imprudence pendant les 24 heures qui suivent la moindre absorption d'alcool.
Longtemps interdites en France, les boissons énergisantes sont aujourd'hui autorisées. De quoi sont-elles composées et nous rendent-elles vraiment plus forts, plus efficaces? Ont-elles un vrai effet sur notre corps et à partir de quel âge peut-on en boire? Le véritable effet des boissons énergisantes, reportage de Laure Lebovitz. Les boissons énergisantes vous promettent de l'énergie à revendre. Mais boostent-elles vraiment vos performances physiques et intellectuelles? E = M6 a mené l'enquête. Pour vérifier leurs effets sur notre force physique, direction le Centre national des sports de la Défense, où nous avons rendez-vous avec le Dr Sen. Il réalise aujourd'hui une expérience sur Charles, un athlète qui a accepté de faire un test d'effort avec et sans absorption de boissons énergisantes. Dans un premier temps, la machine va mesurer la force déployée naturellement par Charles. 10 minutes plus tard, Charles refait le test après avoir bu une boisson énergisante. Va-t-il se surpasser? J'ai envie d'exploser là en fait. Je sais pas. Je vais pas arracher la machine parce que ça coûte cher. En effet, Charles semble plein de vitalité. Mais très vite, il s'épuise. Là, j'ai un excès d'énergie et puis là, je suis vidé, là, j'ai plus rien. Voyons maintenant ce que la machine a mesuré. La première mesure montrait une force développée du quadriceps de 232 Nm contre 216 à la deuxième mesure. On voit donc que le sujet a légèrement diminué sa performance. Bien entendu, la diminution de la performance peut être liée à un petit état de fatigue, mais ce qui est certain, c'est que la boisson prise énergisante n'a pas permis d'augmenter les performances du sujet. Pour comprendre pourquoi Charles s'est senti plus fort mais a été moins endurant, il faut s'intéresser à l'un des composants de cette boisson, la caféine. Explication. Finalement, plus qu'un effet stimulant, on pourrait dire que la caféine et ces boissons ont un effet masquant de la fatigue. Ce qui explique que le sujet puise dans ses réserves, mais une fois l'effet passé, le sujet se sent encore plus fatigué. La caféine, 80% des adultes en consomment tous les jours. On la trouve dans le café, les sodas et en grande quantité dans les boissons énergisantes. Dans une canette, il y aurait l'équivalent d'un mug de 30 centilitres de café. Pas étonnant qu'elle nous maintienne en éveil. Mais est-ce la seule explication au pouvoir excitant de ces boissons énergisantes? Pour le savoir, direction l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, où le docteur Irène Margaritis nous en dit plus sur leur composition. Ce qui caractérise le plus souvent ces boissons énergisantes, c'est la présence de caféine, de taurine et parfois d'autres substances qui fait la variabilité des boissons qui sont sur le marché. Mais qu'est-ce que la taurine? Tout d'abord, elle tient son nom du taureau, animal sur lequel elle aurait été découverte pour la première fois. La taurine est en fait l'un des 22 acides aminés composant de base de nos protéines. On la retrouve donc dans les aliments tels que la viande, les œufs ou les produits laitiers. Notre corps en fabrique également. Entièrement naturelle, la taurine n'est a priori pas toxique. La taurine que l'on trouve dans l'alimentation en soi n'est pas dangereuse. Le problème, c'est qu'on trouve dans beaucoup de boissons énergisantes, la taurine a des concentrations très élevées qui peuvent, pour une consommation de 2 canettes, par exemple, être 10 fois plus élevées que ce que l'alimentation va nous apporter. Il peut y avoir des effets sur la santé. Nervosité, troubles du comportement et hyperactivité sont associés à une trop grande ingestion de taurine. Mais alors, comment notre cerveau assimile-t-il ce cocktail explosif de taurine et de caféine? Nous avons posé la question à Philippe Lebar, spécialiste en neurologie. Tout d'abord, voyons comment la caféine agit sur notre cerveau. La caféine provoque une sécrétion de dopamine. Comme son nom l'indique, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui dope le cerveau et qui donc provoque une hyper-excitabilité du cerveau. Notre cerveau est constitué de milliards de neurones. Ces neurones reçoivent des messages nerveux grâce à des neurotransmetteurs, dont la dopamine, hormone de l'éveil. Lorsqu'on consomme de la caféine, on en produit donc beaucoup plus. L'effet de la taurine sur le cerveau est exactement le même que celui de la dopamine. Les récepteurs croient qu'il y a de la dopamine, ils confondent les deux et donc sont excités.
La taurine va donc tromper notre cerveau en lui donnant l'information erronée d'une présence encore plus importante de dopamine, hormone d'éveil, alors qu'il n'en est rien. La caféine étant un excitant, au même titre que la taurine, ces boissons ont un effet explosif qui épuise nos ressources. Pour vérifier cette information, nous avons réalisé une expérience. Nous allons mesurer l'activité cérébrale de Patrick, notre volontaire, avant ingestion d'une boisson énergisante. Quand vous prenez la globalité du cerveau, vous constatez que dans son ensemble, l'état de vigilance est un état de vigilance normal. Il n'y a pas de surexcitabilité. Puis Patrick boit une canette. Et 8 minutes plus tard, le résultat est impressionnant. Regardez, sur ce graphique, plus le cerveau de Patrick est stimulé, plus les barres sont roses et élevées. À gauche, le cliché du cerveau de Patrick avant qu'il ait bu la boisson énergisante, et à droite, après. On s'aperçoit qu'il y a une hyperexcitabilité cérébrale qui est patente. Cette hyperexcitabilité est tout à fait impressionnante puisqu'on se retrouve avec des courbes qui sont totalement au plafond. Et la différence serait encore plus marquée sur le cerveau, pas encore mature, d'un jeune de moins de 20 ans. Pour éviter les effets néfastes de ces boissons sur notre cerveau, mieux vaut donc ne pas boire plus de 2 canettes par jour et ne pas donner ces boissons aux enfants. Autre précaution, bien qu'utilisées pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit, les boissons énergisantes ne sont pas du tout compatibles avec l'alcool. Le docteur Lebar nous explique pourquoi. L'alcool consommé à petite dose va faire que l'effet de la taurine va être accentué. Maintenant, l'alcool à forte dose donne des effets de somnolence. Donc, en fait, l'effet de somnolence va être masqué par un effet de superexcitation. En clair, la taurine et l'alcool mélangés envoient des messages contradictoires qui perturbent le bon fonctionnement du cerveau. Mais ce n'est pas tout. Les boissons énergisantes ont tendance à masquer les effets de l'alcool. On peut donc être amené à boire plus et à prendre plus de risques. En résumé, les boissons énergisantes sont réservées aux adultes, à consommer avec modération et à ne jamais mélanger avec l'alcool. E = M6, alcool, tabac, excitant, leurs effets sur le corps décryptés par la science. Continue dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. E = M6, alcool, tabac, excitant, leurs effets sur le corps décryptés par la science, deuxième partie. Chacun sait que le tabac est très mauvais pour la santé. Mais un de ses effets les plus spectaculaires, c'est à quel point il rend dépendants et même addicts ceux qui en consomment. Vous allez comprendre pourquoi. Autre produit, celui-ci illégal, qui rend addict ses consommateurs, c'est le cannabis. Comment celui-ci favorise-t-il des maladies psychologiques graves? Nous allons vous révéler en exclusivité une découverte récente faite par des chercheurs suisses sur les conséquences sur le cerveau d'une consommation régulière de cannabis. Vous allez tout comprendre grâce à des expériences étonnantes sur des souris et des rats. Reportage de Belinda Gervasoni. La France compte plus de 14 millions de fumeurs de tabac. Si certaines substances contenues dans la cigarette sont toxiques pour notre organisme, elles ne créent pas forcément de dépendance. Alors, d'où vient l'addiction et pourquoi notre corps réagit-il ainsi? Alors qu'il est illégal dans notre pays, 33% des Français déclarent avoir déjà consommé du cannabis. Peut-on en devenir accro? Quels sont ses effets à long terme sur notre cerveau? Voyons d'abord de quoi est composée une simple cigarette. Le tabac que nous fumons est la feuille séchée d'une plante, la Nicotiana tabacum, qui poussait à l'origine en Amérique centrale. Mais les fabricants lui ajoutent des substances au pouvoir dévastateur. Pour mieux comprendre, direction l'hôpital universitaire de Genève, où nous avons rendez-vous avec le docteur Rochat, pneumologue. Il y a jusqu'à 4000 composés différents dans la fumée de cigarette. Parmi ces composés, il y a des substances toxiques. Goudron, monoxyde de carbone, dioxine, benzopyrène, autant de composés qui se propagent dans notre corps et menacent notre santé, mais qui ne créent pas pour autant la dépendance. Une seule substance en est responsable, la nicotine. La dépendance à la nicotine, c'est une vraie dépendance, comme une dépendance aux drogues. Simplement, c'est une drogue légale, acceptée et tout ça, mais c'est une dépendance. Pour mieux comprendre comment l'addiction à la nicotine se met en place, direction le laboratoire de neurosciences de l'université où l'on teste les phénomènes d'addiction sur des souris. Pendant plusieurs jours, cette souris a reçu une dose de substance apparentée à la nicotine, puis on l'a placée dans son compartiment à poids.
Le reste du temps, on lui administre un simple sérum physiologique, un liquide salé, et on la place dans le compartiment à rayures. Elle associe donc la prise de nicotine au poids et le sérum physiologique aux rayures. Et regardez le résultat. Lorsqu'on laisse ensuite la possibilité à la souris de choisir l'endroit qu'elle préfère, elle se dirige directement vers les pois, l'environnement qui la pousse à consommer de la nicotine. Explication. Le compartiment qui a été associé à une substance addictive va être préféré par la souris, donc elle va simplement y passer plus de temps. Comme le prouve cette expérience, la nicotine provoque donc l'envie de fumer une cigarette dès que l'on se retrouve dans un contexte associé à ce geste, comme la pause café ou la rencontre avec des amis par exemple. Mais comment ce besoin irrépressible s'installe-t-il? Comment la nicotine agit-elle dans notre cerveau? Rencontre avec Christian Lucher, professeur en neurosciences et spécialiste de l'addiction. Dans un premier temps, évidemment, la fumée dans les poumons, c'est absorbé par le sang, et le sang, ça passe vers le cerveau, où une partie de la fumée, la nicotine, se lie aux récepteurs qui sont sensibles à cette substance. En se fixant sur les récepteurs présents dans le système nerveux, la nicotine va provoquer la libération de la dopamine, hormone du plaisir, que notre corps sécrète déjà naturellement lorsqu'on fait du sport par exemple. Mais si la nicotine est éliminée au bout d'environ 1 heure, ses effets, eux, restent mémorisés dans notre cerveau. Ça libère beaucoup de dopamine pendant toute la durée de la présence de la nicotine, qu'on retrouve par la suite, une fois la nicotine est éliminée du corps, qu'on retrouve une trace, et cette trace se trouve sur la communication entre les cellules nerveuses. La situation de plaisir créée par la dopamine se traduit par une modification de la communication entre les neurones. La circuiterie est remodelée, si vous voulez, et ça change le comportement. Mais au bout d'1 heure, les effets de la dopamine diminuent et le besoin de combler le manque de nicotine se fait ressentir. On devient alors dépendant à la nicotine et donc à la cigarette. La nicotine va augmenter des processus naturels, mais elle va les stimuler. C'est comme si on vous envoyait des courants électriques en permanence qui activent vos circuits naturels. Donc elle va monter le niveau d'activité de vos circuits. Puis lorsqu'elle n'est plus là, il y a un appel, parce que tout à coup, on s'est habitué à avoir un niveau plus élevé. C'est la recherche de ce bien-être qui provoque la dépendance à la cigarette. Autre source de dépendance, le cannabis. Il est en fait issu des feuilles d'une plante, le chanvre indien, qui sont séchées pour être fumées. Alors que sa consommation est interdite dans notre pays, beaucoup d'adolescents en fument. Mais quelle sensation procure le cannabis? Nous avons posé la question à Julien, ancien consommateur. La première fois qu'on fume du cannabis, c'est toujours super. On découvre quelque chose de nouveau. C'est un sentiment étonnant. On se sent complètement relaxé. Tout est bien, on est heureux, on rigole avec les amis. En fait, un rien vous fait rire. Pour comprendre l'action du cannabis, il faut savoir qu'il existe dans notre cerveau un circuit de neurones qui s'active quand on est content de soi. Les scientifiques appellent cela le circuit de récompense. Explication avec Marco Merlo, psychiatre. Le cannabis, spécialement la substance psychoactive, le THC, a un effet direct sur ce qu'on appelle le système de récompense, c'est-à-dire le système dans le cerveau qui nous donne le sentiment d'avoir bien fait les choses. Et la substance, d'une façon artificielle, active ce sentiment physique, psychique. Voilà pourquoi, lorsque l'on fume du cannabis, on peut éprouver à tort un sentiment de satisfaction, alors que dans la réalité, il ne se passe rien d'extraordinaire. Mais petit à petit, des effets bien plus néfastes font leur apparition. Après un laps de temps, on voit un deuxième effet qui, malheureusement, c'est un effet négatif qui amène à un sentiment de déprime, de manque de motivation et de repli social. Après un certain temps, le corps s'habitue aux effets et on peut devenir paranoïaque. On se sent oppressé dans un lieu public, on est comme exclu de la société. Et si vous doutez encore des effets du cannabis sur notre psychisme, découvrons une expérience réalisée sur des rats. Nathalie Ginovar est docteure en neurosciences, elle vient de faire une découverte étonnante. Avec une administration de THC qui correspond à la prise d'environ 1 à 2 joints de cannabis par jour pendant 1 mois, on a des augmentations du nombre de récepteurs dopaminergiques qui est d'environ de 20%.
Au bout d'un mois de consommation de cannabis, les neurones des rats comptent 2 fois plus de récepteurs chargés de transmettre à nos cellules des décharges de dopamine, la fameuse hormone de la récompense. Cet hyperfonctionnement dopaminergique après prise de cannabis pourrait être impliqué dans le développement de psychose chez l'homme. Cette modification fondamentale a en effet été observée dans les cerveaux d'humains souffrant de maladies mentales, comme les psychoses qui se caractérisent par des hallucinations, des délires et une perte totale de contact avec la réalité. Ce jeune homme de 27 ans a été hospitalisé pour des psychoses. Il était un consommateur quotidien de cannabis depuis l'âge de 16 ans. On s'isole, des fois on a l'impression que les gens disent beaucoup de bêtises, qu'on est mieux que tout le monde, qu'on est plus fort. Et en fin de compte, c'est totalement le contraire qui se provoque. Moi, j'ai loupé mes études à cause de ça, alors que j'avais un sentiment de puissance par rapport aux autres. Donc c'est entre nos impressions et ce qu'on vit réellement, il y a un gros décalage. C'est bien la preuve que fumer régulièrement du cannabis peut modifier profondément notre cerveau. Et c'est d'autant plus vrai avant l'âge de 20 ans, quand cet organe n'est pas encore arrivé à maturité. Le cerveau, c'est l'organe qui se développe le plus tard de l'organisme humain. Ça veut dire que toutes les substances qui ont un impact avant, disons, 18-20 ans sur le cerveau ont un impact aussi sur l'évolution normale du cerveau. Vous l'aurez compris, consommer du cannabis avant l'âge de 20 ans, c'est donc condamner l'évolution de notre cerveau. S'il est illégal dans notre pays, c'est surtout parce que le cannabis est un véritable problème de santé publique qui nous concerne tous. Noël approche, c'est la saison des cadeaux, des jouets, des sapins et bien sûr des sacs à sapin. Comme chaque année, il vous servira à emballer votre sapin et à soutenir l'action de handicap international. Pensez-y, merci beaucoup. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve début janvier. Très bonne soirée. Au revoir.